Bonjour à tous et bienvenue sur notre Flash News spéciale édition suite au Cisco Live qui a eu lieu la semaine dernière à Berlin et où nous avions la chance d'avoir deux de nos experts présents sur place, Grégoire Ambert et Fabrice Trio. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors le Cisco Live, c'était donc la semaine dernière à Berlin, plus de 12 000 participants, plus d'une centaine d'exposants et beaucoup de sujets techniques abordés autour de la collaboration, autour du data center, des solutions cloud, de software defined storage et bien d'autres sujets encore. C'est à la fois un événement pour les décideurs avec des conférences, des keynotes et des sessions business, mais également pour les experts techniques de chacun des domaines, puisque de nombreuses sessions techniques très pointues sont diffusées lors de cet événement. Parmi les partenaires présents, on peut voir qu'il y a beaucoup de partenaires orientés réseau sécurité, mais pas uniquement. Il y avait également beaucoup de partenaires orientés stockage, sauvegarde et applications, voire même sur le domaine de la big data, que nos experts ont pu rencontrer la semaine passée. Alors justement, Grégoire, qu'est-ce que tu as pu retenir de la semaine dernière passée au Cisco Live? Donc pour moi, c'était une première Cisco Live. J'ai trouvé que c'était nettement plus technique que les autres sessions auxquelles j'ai pu participer. J'ai basé mes sessions sur trois solutions, on va dire ACI, Application Centric Infrastructure. Donc c'est une solution Cisco qui permet de gérer un petit peu différemment le réseau. En termes de hardware, on va avoir des Nexus 9000 et des contrôleurs. En termes de configuration, on va passer en mode graphique. Nous allons configurer le réseau un petit peu différemment vu qu'on va se baser nettement plus sur l'application et non plus sur des lignes de commande comme on faisait traditionnellement pour autoriser et ne pas autoriser certains flux. Donc j'ai fait une installation Nexus 9000, installation from scratch, qui permet d'intégrer des Nexus 9000 en mode Leaf, des Nexus 9000 en mode Spine et des APIC, donc des contrôleurs Cisco APIC. On y a intégré des UCS en mode bare metal et également du VMware. Alors concrètement, l'application centrique infrastructure, ACI, qu'est-ce que ça permet de faire pour une entreprise au-delà de ne plus gérer son réseau en ligne de commande mais au travers d'une interface graphique? Qu'est-ce qui est vraiment différent par rapport aux approches traditionnelles? On va automatiser les tâches et on va aller nettement plus vite en termes de configuration. Les exemples qu'on a eus, c'est qu'on se basait sur une application 3 tiers pour autoriser les différents flux. Donc on va avoir des infrastructures qui sont plus facilement intégrables et lorsqu'on va avoir des modifications sur notre infrastructure, on va aller nettement plus vite pour configurer les différents paramètres pour nos différentes applications. Et là, on les configure toujours un à un ou bien on définit des règles de configuration? Donc, on va définir des règles de configuration qui vont être axées sur un modèle de politique basé essentiellement sur l'application. D'accord, donc l'expert réseau définit des politiques d'usage du réseau. Comment est-ce qu'on provisionne une architecture 3 tiers d'un point de vue du réseau? Et ensuite, au fur et à mesure des besoins, on vient piocher dans ces politiques pour provisionner son infrastructure réseau. Exactement. Sachant que par défaut, tout est verrouillé et donc on va devoir autoriser les différents flux entre les différentes applications des différents serveurs. Alors effectivement, c'est une vraie rupture dans la manière de gérer le réseau et du coup, je comprends mieux ce deuxième point. Migrer d'une architecture traditionnelle vers une architecture ACI, ça doit quand même pas être si simple que ça. Exactement. Donc, à cette session, j'ai fait un labo qui durait environ 4 heures et qui était basé sur une architecture Nexus 7000, Nexus 5000 à migrer vers une solution ACI. Donc, on avait toute la partie traditionnelle qui est déjà préconfigurée. On a dû configurer toute la partie
ACI, Nexus 9000 Spine et Leaf, et faire un pont entre les deux solutions. Donc, on allait interconnecter ces deux solutions avec un Nexus 9000 en Leaf. Donc, ça veut dire que dans le labo que tu as effectué, tu avais une architecture traditionnelle telle qu'on pourrait la trouver chez beaucoup de clients, avec des Nexus 5000 et des Nexus 7000, quelque chose de très classique. En parallèle, des Nexus 9000 configurés plutôt en mode ACI que vous avez configuré dans le cadre du lab. Tout à fait. Et ensuite, vous les avez interconnectés entre eux pour simuler la période transitoire de migration de l'infrastructure traditionnelle vers l'infrastructure ACI. Exactement. Ce qui permet, d'interconnecter la nouvelle solution ACI à son infrastructure traditionnelle, de comprendre un petit peu comment fonctionne ACI et de pouvoir créer les différentes politiques à l'intérieur d'ACI. Et une fois qu'on a fait ça, on a migré petit à petit l'infrastructure, en l'occurrence, qui était des serveurs UCS. Oui, effectivement, c'est un lab vraiment qui devait être très passionnant. C'est un lab très passionnant, exactement. Et alors, troisième point qui change complètement de sujet, on n'est plus sur ACI, on est sur VXLAN. Tout à fait, VXLAN. Donc, j'ai voulu assister à une présentation, une session de VXLAN parce que je ne connaissais pas spécialement VXLAN. Et lorsque j'ai fait ACI, on m'a dit que VXLAN était utilisé par défaut dans ACI. Et donc, je voulais comprendre un petit peu comment fonctionnait VXLAN. Est-ce que ça veut dire que si on a une fabrique ACI qui tourne du coup avec du VXLAN, on ne peut pas la raccorder à des switches réseau traditionnels qui ne font pas de VXLAN et qui font que du VLAN? Tout à fait, on va pouvoir l'interconnecter. Donc, on aura toujours un pont. C'est un petit peu ce que j'ai fait dans le modèle de migration. Et donc, on aura des VLAN traditionnels de l'un côté, on aura des VXLAN de l'autre côté. C'est juste une extension, une encapsulation des VLAN. D'accord. Et cette encapsulation, elle sert à d'autres choses? Donc, on la voit essentiellement pour le moment chez les service providers qui va permettre d'interconnecter et de répartir un cloud sur différents data centers. D'accord. Donc, c'est aussi une solution qui permet d'interconnecter les clouds entre eux pour pouvoir migrer les workloads applicatifs d'un cloud privé vers différents clouds publics. Exactement. Dernier point, l'hyperconvergence. Et puis, on avait dans les différents stands une entreprise qui s'appelle Stratoscale. Je me suis intéressé à cette entreprise parce qu'elle sortait un petit peu de l'ordinaire de l'approche hyperconvergence. C'est une entreprise 100% software. Donc, l'approche est 100% software et la solution est basée sur un KVM. Mais un KVM qui est plutôt bien terminé, bien finalisé par rapport à d'autres KVM qu'on retrouve sur le marché. Cette solution permet d'intégrer aussi bien le serveur, le stockage, la virtualisation et le réseau. Et donc, on va avoir une solution entre un cloud interne ou un cloud externe et une hyperconvergence avec la solution Stratoscale. Ok. Et ça, c'est pas une solution Cisco, c'est un partenaire de Cisco. C'est un partenaire de Cisco. Il était là parce qu'on peut installer Stratoscale sur les serveurs Cisco, mais on peut également l'installer sur d'autres serveurs. Ok, donc 3 sujets à retenir. 1, les fabriques ACI. 2, le VXLAN, puisque c'est intégré dans ACI, mais qui permet aussi d'interconnecter les clouds entre eux. Et sur le sujet de l'hyperconvergence, Stratoscale, un partenaire qui a le vent en poupe en ce moment, qui est à la fois de l'open source, de l'hyperconvergence, qui est vraiment orienté entreprise. Tout à fait. Merci Grégoire. Et toi Fabrice, alors quels étaient les sujets que tu as retenus? Eh bien, donc moi je me suis intéressé sur la partie serveur Cisco UCS et notamment les avancées qui ont été faites dans le domaine de l'intégration. Alors d'une part avec SCOM de Microsoft, donc on a vu effectivement les différentes fonctionnalités d'intégration dans SCOM avec du monitoring en temps réel, des vues graphiques qui ont été améliorées et la possibilité de déployer effectivement dans une architecture SCOM les différents serveurs UCS. On peut également gérer des serveurs UCS en mode Blade ou en mode rack avec les C-Series. Donc cette fonctionnalité-là et cette nouvelle intégration dans SCOM est très intéressante pour toute la partie monitoring et supervision de l'infrastructure UCS. Alors effectivement, c'est intéressant d'avoir toutes ces avancées parce que ça existait déjà, l'intégration avec SCOM, mais elle était quand même assez limitée et nos clients nous remontaient d'ailleurs ce point-là, qu'ils souhaitaient avoir plus de visibilité, plus de remontée d'informations dans SCOM de la part de UCS.
Et vraisemblablement, avec cette nouvelle mouture, ça va répondre à bon nombre d'attentes des clients. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, les clients et les administrateurs pourront avoir une vision globalisée dans SCOM et gérer toute l'infrastructure UCS de manière très simple et conviviale. Et avec VMware, du coup Et avec VMware, donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une intégration qui a été faite dans VMware au niveau du vSphere Web Client. Notamment, donc ce qui a été repris, c'est un certain nombre de paramètres qui existent déjà dans UCS Manager, à savoir par exemple la partie du management de BIOS, du service profile, des firmware. Donc on peut faire toutes ces opérations-là directement au sein du plugin. On peut même créer donc des services profile à partir de services profile template. On peut ouvrir une console KVM, on peut gérer la partie alarme et récupérer en fait toutes les informations des statistiques au niveau de la puissance du châssis, les alimentations. Donc on peut vraiment superviser directement au travers de VMware Web Client l'infrastructure UCS comme si on le faisait dans UCS Manager pratiquement. Et on peut aussi du coup laisser l'administrateur VMware gérer un certain nombre de choses sur l'UCS sans qu'il ait pour autant la totalité de l'accès à UCS Manager. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut déléguer une partie des actions à l'administrateur VMware aujourd'hui grâce à ce plugin, ce qui n'était pas le cas avant, tout en gardant peut-être la main sur UCS Manager pour les spécialistes Cisco si on veut faire des opérations un peu plus lourdes. Alors le Cisco Live, c'était également l'occasion de faire un petit peu le tour des différents partenaires et notamment des partenaires dans le stockage, parce que MTI fait aussi bien entendu du stockage. Donc j'ai été voir différents acteurs du marché. Le premier, c'est Nimble Storage qui offre aujourd'hui une solution hybride, donc en flash et en disque NLSAS et qui va faire une solution full flash. La valeur ajoutée qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un reporting en temps réel de toutes les informations de la baie de stockage. C'est-à-dire que les administrateurs de la baie de stockage Nimble Storage voient en temps réel tout ce qui se passe de manière graphique de leur baie de stockage et sont eux-mêmes aussi, comment dirais-je, avertis de toutes les informations en termes de provisioning, en termes de gestion des alarmes, en termes de capacity planning, etc. Et jusqu'à donc la visibilité des machines virtuelles qui tournent sur l'infrastructure. Donc leur force, c'est avant tout de la visibilité. De la visibilité sur la partie stockage, qui n'est pas toujours le cas sur un certain nombre d'autres acteurs. Je vais aussi regarder donc SolidFire, bon, qui a été, comme vous le savez, racheté par NetApp en fin d'année 2015, donc qui est une solution full flash distribuée en mode scale-out avec de la QoS. Donc aujourd'hui avec une connexion sur le LAN et qui, dans le futur, annonce une connexion sur la partie SAN. Dernier acteur intéressant, Tintri, qui est un acteur assez nouveau, qui lui offre une solution de stockage, alors pareil, hybride ou full flash, mais VM-centrique, c'est-à-dire qu'en fait, tout est vraiment basé autour de la machine virtuelle. Donc, on n'a plus de gestion de RAID disk, de LUN, etc. Donc, on a des conteneurs, des pools, et tout est basé sur la machine virtuelle. Et ils offrent la possibilité d'avoir plusieurs hyperviseurs du marché, comme VMware, Hyper-V, KVM, mais aussi OpenStack. Et du coup, il y a besoin d'avoir une matrice de compatibilité qui est vraiment très forte entre la baie de stockage et la partie hyperviseur. Voilà, donc il y a une matrice qui existe de compatibilité qui va être améliorée sans doute d'après ce qu'ils nous ont dit. Là, elle est déjà bien, avec VMware, Hyper-V, KVM et OpenStack. C'est déjà pas mal. Et eux, en fait, leur force, c'est de pouvoir gérer tout autour de la VM, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des snapshots, des clones comme tout le monde, mais aussi de répliquer sur une autre baie, d'inverser les machines virtuelles primaires tournant sur une baie et secondaires sur l'autre, ils vont pouvoir faire un reverse. Donc c'est assez intéressant en termes de granularité et surtout donc d'avoir une policy au niveau de la VM. C'est-à-dire qu'on va gérer vraiment de la policy. Ils ont aussi une QoS qui est possible en termes de gestion de la réplication sur ces environnements-là. Alors, dernier stand qui m'a effectivement intéressé, c'est la partie sauvegarde. Et oui, il y a aussi de la sauvegarde au Cisco Live. Donc, un acteur aujourd'hui incontournable du marché dans la virtualisation, c'est Veeam, et qui proposait donc sa nouvelle version V9, qui est assez intéressante dans les points évoqués ici. Par exemple, sur la partie EMC Data Domain, donc on a un gain de performance qui a été développé autour de cette partie-là. La possibilité d'avoir ce qu'on appelle des virtual labs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des backups à partir de snapshots de baies, en l'occurrence de baies EMC VNX. Et puis aussi donc différentes possibilités d'avoir des modules
au niveau applicatif comme Exchange, SQL, SharePoint, l'Active Directory ou bien Oracle qui est assez intéressant. Et dernière chose, amélioration de la prise en charge des bandes, donc sur cette partie-là. Vim Explorer, donc aujourd'hui en fait Vim, c'est pas juste de la récupération, enfin de la sauvegarde d'enveloppes de machines virtuelles, c'est aussi capable de rentrer à l'intérieur de la VM et d'interagir avec l'application pour avoir des données consistantes au niveau applicatif. Absolument. Donc, et l'intérêt, c'est qu'on est toujours agentless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent dans les machines virtuelles, et on va pouvoir avoir des explorers, donc qui sont des explorers graphiques, hein, et en un clic, on va pouvoir restaurer une boîte aux lettres ou restaurer une base de données SQL ou des objets SharePoint. Et pareil sur l'Active Directory, retirer un profil d'utilisateur, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est assez convivial, on va dire, sur cette partie-là. Là, on n'a pas mentionné les nouveautés qui sortent aussi dans la partie déport sur le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Vim V9, on va pouvoir aussi faire, grâce au Vim Clone Connect, déporter, faire une sorte de clone de nos machines virtuelles sur un cloud provider hein, qui sera choisi par le client dans la liste des cloud providers supportés par le logiciel. Donc on pourrait imaginer par exemple que plutôt que d'avoir une externalisation sur bande ou une sauvegarde sur un deuxième data center, on envoie certaines sauvegardes directement chez un cloud provider. Alors absolument, c'est tout à fait le but. Le but, c'est de pouvoir faire une sauvegarde locale pour pouvoir restaurer les données rapidement. Donc ça, les entreprises en ont besoin. Et au plutôt que d'utiliser des bandes avec les problèmes mécaniques qu'on connaît depuis des décennies, c'est effectivement faire cette copie de sécurité de sauvegarde dans le cloud directement, sans passer par de la bande, quoi. Ok, eh bien écoutez, merci messieurs pour ces retours très intéressants. Certains de ces sujets seront approfondis lors de prochains webinaires à venir. Si vous voulez être avertis, eh bien restez connectés avec nous. On est connectés à la fois sur LinkedIn, sur Twitter et bien sûr suivez notre chaîne YouTube ou notre site internet mti.com. Merci messieurs.